Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 154e numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui reste dans la cage en approche de l'énorme choc. 4 mars à Las Vegas, T-Mobile Arena pour la ceinture des poids lourds de l'UFC. Notre Cyril Gane national, le bon gamin, contre la légende Jon Jones. Et un épisode aujourd'hui qui va être consacré à la vie et l'œuvre de Jon Bones Jones, le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. Avec moi pour en parler aujourd'hui, mon compère du Fighter Club, toujours la boxe et MMA, monsieur Jonathan Macardy, bonjour. Salut tout le monde. Et c'est toujours un plaisir de l'avoir parce que c'est pas sa première et ce sera pas la dernière, loin de là. Monsieur Samir Bourez, créateur, cofondateur et co-présentateur du podcast Octogone, le plus vieux podcast français sur l'UFC qui date depuis 2011. C'est l'année du titre de Jon Jones, donc c'est parfait pour en parler avec lui puisqu'il a suivi toute la carrière. Salut Samir, comment ça va ? Salut Alex, salut Joe, ça va, merci pour l'invitation les gars. Toujours un plaisir, tu le sais bien. Merci. Sa vie est un roman en clair-obscur. Adversaire de Cyril Gane pour la ceinture des lourds de l'UFC le 4 mars à Las Vegas, 3 ans après sa dernière apparition dans l'Octogone. Jon Jones est un personnage fascinant à double face. Un champion fabuleux, plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. Pour beaucoup le meilleur sur le pur plan sportif une fois la porte de la cage fermée. Mais un homme torturé par des démons intérieurs qui l'ont poussé plus d'une fois à franchir la ligne jaune. Ordure, génie, un peu des deux. Avant le plus grand choc de l'histoire du MMA français, une chance d'éternité pour notre bon gamin. Le RMC Fighter Club dissèque la trajectoire de la légende controversée Jon Bones Jones. Ce nom, tu vois, il semble vraiment ressurgir d'outre-tombe. Jones to the body. And it is all over. Jon Jones is the youngest champion in UFC history. Drops down, Jones controls him, underhooked by Ryan Bader on the left side, and that's what he's going to try to use to stand back up with. Oh, he got it! It's all over! Jon Jones chokes out Ryan Bader! Wow! Lost his title to Shogun. Oh, big right hand by Jon Jones! And now Jones looks for the Huge takedown. by Jon Jones. Look at this, Jon taking down DC! He's looking to take him down again, and he does. Wow! There it is! But Jon Jones springs right back up to his feet. There was a lot of effort in that takedown. It is all over! It is all over! Wow! Jon Jones remains the UFC light heavyweight champion! Merci à Max Abolin pour cette prod qui finit par Simply the Best. Elle est bien. Je crois qu'elle est bien trouvée celle-là Est-ce quand qu'elle est même. bien notre Max. Exactement, à qui on passe le coucou. Donc on va revenir messieurs en long, en large et en travers sur Jon Jones. Ça nous a rappelé les souvenirs d'entendre tous ces commentaires. Ouais. C'est que les vieux combats qu'on a. On va rien vous cacher, on en parlait en off. On a tous vu son combat en 2011 pour prendre la ceinture contre Mauricio Shogun Rua. On le voyait tous sur des torrents à l'époque. On devait télécharger des combats UFC. Faut pas le dire, arrête. Faut pas le dire. Ah bah il y a prescription, Joe, il y a prescription. Mais ça nous rajeunit pas, hein, Samir. C'est des vieux souvenirs quand même. Hein. On va se faire ça en 2 temps, les gars. Je vous propose de faire le champion. On a dit que c'était double face, Jon Jones, le champion et l'homme. L'homme et l'artiste. Exactement. Est-ce qu'on sépare ? Ça va être une question philosophique du Fighter Club aujourd'hui. Est-ce qu'on sépare l'homme de l'artiste ? ça va être une des questions de ce thème aujourd'hui. Le champion, on va commencer rapidement. Jon Jones, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, 35 ans aujourd'hui, mais plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. Je le rappelais, c'était en 2011 quand il avait 23 ans et 8 mois contre le Brésilien Mauricio Shogun Rua. Il a commencé, c'est un fils de pasteur hein, qui était prédestiné. Son papa voulait qu'il aille à l'église, mais il a préféré le combat. Beaucoup de lutte quand il était jeune, un peu de football américain. C'est une famille où il y a des grands footballeurs américains, parce que ses 2 frères ont gagné le Super Bowl, pour ceux qui ne le sauraient pas, de la grande finale de la saison NFL. Lui a préféré opter pour la lutte, champion d'État au lycée, champion de junior college en universitaire. Donc c'est pas la division 1 universitaire, c'est pour les petites universités, les petites facs. C'est important parce qu'il n'est pas champion universitaire non plus. Il n'a pas été à l'université tout court. Exactement, puisqu'il a ensuite dû, sa compagne de l'époque est tombée enceinte et il a arrêté pour devenir professionnel en MMA, début professionnel en 2008 et en 4 mois, en même 3 mois exactement, il fait 6 combats.
6-0, que des finitions. Et au moins de 4 mois en carrière, en août 2008, il prend un short notice pour rentrer à l'UFC, UFC 87, son premier combat contre André Gusmao. Sa trajectoire est folle quand même. Comme on parlait de son enfance, enfin adolescence dans la lutte, ça me permet déjà une première question, messieurs, là-dessus, parce qu'on a déjà fait plusieurs épisodes sur ce Gan Jones en approche à Las Vegas. Et bien sûr, on parle beaucoup de la lutte, parce qu'on a vu ce qui s'était passé pour Cyril contre Francis Ngannou il y a 13 mois, et qu'on sait les qualités de John Jones en lutte. Je le rappelle, il n'est pas champion universitaire, il est seulement champion dans le junior college. C'est quoi, pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou qui le découvrent ces derniers jours, c'est quoi le niveau de lutte de John Jones, Joe? Je vais aller loin, comme ça on pourra en débattre avec Samir, mais pour moi, avec Khabib, c'est le meilleur lutteur de l'histoire de l'UFC. Tout compris. Ouais, je mettrais GSP aussi. Ouais. Avec GSP aussi dans la discussion, évidemment, Sam. Quel blasphème je viens de faire. Mais en fait, le truc, c'est qu'il s'en est pas. Le truc, c'est qu'elle est sous-appréciée parce qu'il a d'autres qualités. On en a parlé déjà dans les épisodes précédents. Son allonge monstrueuse fait que en striking, il avait un avantage sur son opposition en light heavyweight. Mais il a une lutte qui est phénoménale, que ce soit une lutte défensive. On l'a vu contre Daniel Cormier, mais aussi une lutte offensive. L'homme qui est le seul homme qui était capable d'amener DC au sol. Donc techniquement, il y a des choses qui sont très intéressantes en termes de lutte pure. Mais je trouve aussi qu'au clinch et dans tout ce qui est gréco et même en judo, il a des très belles armes à faire valoir, notamment contre la cage. Donc voilà, pour moi, je le mets dans la même case que les Khabib et GSP. Samir, ton avis sur la lutte de John Jones? Je vais rien rajouter de très innovant par rapport à ce que a dit Joe. C'est une lutte qui est parfaitement mariée pour le MMA. Ils n'ont pas tous été capables de faire la transition comme ça vers le MMA. Lui, c'est une lutte qui va te permettre de rentrer les setups pour te casser au sol, te casser contre la cage. J'ai envie de faire un parallèle entre son niveau en lutte, qui est exceptionnel, hein, mais il en fait des choses simples. Il vulgarise sa lutte pour en faire des choses simples et efficaces. Et tu peux retrouver, Joe, je crois que tu l'as dit dans un des épisodes précédents consacrés à lui, c'est qu'il fait la même chose au sol. C'est qu'il va faire des finitions qui sont très simples au sol, ou debout. On se souvient contre Machida, moi ça m'avait terrifié, et il arrive à maximiser à maximiser le potentiel, tu vois, le potentiel de revente, d'efficacité de ce qu'il fait en fait. Et c'est ça qui le rend absolument redoutable. Par contre, ses problèmes sont venus quand sa lutte a commencé à être lue, à être décodée. C'est là que les problèmes de goût ont commencé à venir. Ça, on va y revenir, hein, mêlé à une hygiène de vie qui n'est pas toujours top. Même John Jones a eu des difficultés après, mais au début, c'était l'OVNI qui balayait tout sur son passage. Et ce passage de la lutte au MMA a fait des dégâts dans un style très, très freestyle, innovant, et très très atypique de John Jones, donc c'est top. Il était un peu foufou au début, hein. Il essayait des choses, d'ailleurs Greg Jackson le dit au début, hein, il les a rendus fous. Il essayait des choses à la salle mais aussi en combat, et plusieurs fois Jackson Winklejohn, les deux lui ont demandé d'ailleurs de rester discipliné martialement parce qu'il faisait des dingueries dans l'octogone de l'UFC. Donc ils ont poli vraiment le phénomène qu'était John Jones. C'est intéressant ce que Samir, je te redonne la parole, Joe. Je l'avais noté moi aussi ce côté. C'est impressionnant comme il a su adapter sa lutte au MMA quand même très vite. C'est-à-dire que dès ses premières performances, on voit les projections. Il y a tout qui est déjà tourné vers le MMA. C'est l'entraîneur qui s'appelle Israël Martinez, qui bosse avec beaucoup de combattants de l'UFC. Il bossait avec Holly Holm, avec Yair Rodriguez aussi, qui est un très très bon prof de lutte, qui a poli tout ça, qui a enlevé un petit peu le superflu. Et au final, quand tu regardes ce qu'il fait, c'est toujours très simple. Mais il a toujours le bon underhook du bon côté, les hanches positionnées de la manière parfaite. Et au final, c'est extrêmement efficace. Alors, t'en parlais, ça me permet on va entamer direct ce thème-là, parce que t'en parlais, Samir, et je trouve que c'est un thème très intéressant quand on dissèque un peu plus en profondeur John Jones, c'est l'évolution du combattant. Les premiers souvenirs que vous avez de John Jones, donc ses débuts un peu à l'UFC ou les premiers combats pour le titre, puisque je sais qu'on les regardait tous à l'époque, tous les trois, il est quand même, ce que t'as dit foufou, Samir, ça le définit bien, quoi. Il y a contre Mauricio Shogun Rua dans ce combat pour le titre en 2011, il commence par un flying knee, par un coup de genou sauté, il commence le combat comme ça. C'est un mec qui envoyait des coudes de partout avec des angles improbables, qui avait un style atypique, très atypique, avec des choses qu'on n'avait jamais vues, des choses qui étaient illisibles pour les adversaires parce qu'ils ne pouvaient pas se préparer à quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu tout simplement. Et on a l'impression quand même qu'avec le temps, l'expérience, peut-être aussi certaines difficultés qu'il a rencontrées contre certains types d'adversaires, que tout ça a évolué pour faire place à quelqu'un de presque plus machinal. Je vais chercher les points, je vais scorer mes rounds, je sais ce que j'ai à faire pour aller scorer ces rounds. Comment vous voyez l'évolution de John Jones, le combattant, et à quel point ça vous avait marqué les premières fois que vous l'avez vu, ce côté un peu tout foufou, Samir?
Je vais rendre hommage à Omar. Un coucou justement. à Omar, ton partenaire du Un podcast. coucou à Omar du podcast Octogone. Pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, Alex, nous on a commencé à couvrir, quand on a ouvert Octogone, je crois que le premier combat de Jones qu'on a fait, c'est contre Quinton Jackson. C'était Ok. l'UFC 135, donc ça remonte. Et Omar m'en avait déjà parlé. Omar, il m'a parlé de 2 combattants. Il m'a dit, quand ils vont venir à l'UFC, ils vont faire des dégâts parce que lui, il suit beaucoup la scène américaine, la lutte. Et il m'a dit, il y a 2 ovnis et il y en a un, c'est un tabasseur, c'est un méchant. Et il m'a dit, dans la vie comme dans la cage. Et il m'a parlé de Wineman et Jones. Et le méchant en question, c'était Jones. En fait, moi, l'impression qu'il m'a fait, c'est d'être... Ouais, c'est ce degré de méchanceté qui a un peu disparu après. La méchanceté, le côté négatif, c'est plus retrouvé dans ce qu'il faisait derrière les micros, puis ce qu'il faisait dans sa vie, dans sa vie privée. Mais la méchanceté jusqu'au combat contre Gustafsson, qui a été une espèce de premier switch. Mais quand tu vois la liste des combattants qui déglinguent avant, tu parlais, il y a Matamid, hein, il prend une disqualification pour des coups de coude en position 12-6 et il avait été disqualifié pour ça. Quand tu vois ce qu'il a fait à Brandon Vera, on parle de tabasseur. Brandon Vera, en termes de violence, c'est quelqu'un qui rendait toujours sa part. Il l'a juste démantelé. Ryan Bader. Chael Sonnen aussi. Chael Sonnen, ouais, quand il lui met oui, la liste, elle est invraisemblable. Mais tu regardes juste comme il prend le titre à Shogun. Il se contente pas de... Tu as l'impression du chat qui joue avec sa proie. Il se contente pas de marcher sur Shogun. Il le punit. Et il n'y a rien qui transparaît derrière. Tu sais, c'est... Le boulot est fait, je vais rentrer chez moi, encore une autre journée au boulot, et tu as l'impression que les gens en face de lui sont des détails. Cette impression de facilité couplée à des choses qu'on n'avait pas vues. On parlait de JSP tout à l'heure, JSP c'était plutôt propre, il était en position, il était presque parfois en lane près, voilà, il se mettait dessus, il scorait ses points, etc. Jones, il venait pour te casser la gueule, tout simplement, et il a terrorisé une catégorie certes vieillissante, mais qui était prestigieuse. Moi, j'ai beaucoup adoré le John Jones, on va dire jusqu'à Gustafsson, jusqu'à Glover à peu près. Il y a un peu une sorte de bascule. Il y a une différence. C'était pas orthodoxe, on disait son style, mais c'était ultra efficace et puis ça faisait peur vraiment. Joe. Ouais, moi, ouais. je me souviens, la réaction, pour tout dire, moi je me souviens très bien de ma réaction après Shogun et peut-être même encore plus après Machida pour le coup, à me dire devant l'écran, mais qui va battre ce mec-là en fait? Qui va taper ce mec-là? C'est un monstre, il a, comme tu dis, ce côté tueur et tu vois que ça lui faisait, qu'il prenait presque du plaisir à faire mal à l'adversaire. Il y avait une forme de plaisir chez lui. Qui allait taper ce mec-là? Moi, c'était l'impression que j'avais dans ces années-là, Joe. Il y a eu une grosse bascule quand même, parce que tu regardes ensuite les combats à partir de Belfort, je crois. Il y a au final que 2 finishes, il me semble, contre Gustafsson dans la revanche et contre Cormier pour le no contest. C'est ça. Donc il a perdu un petit peu cet instinct tueur. Sonnen, ouais. T'as l'impression qu'il a un petit peu perdu cet instinct tueur et puis que t'as eu cette espèce de paresse du champion. Tu sais, où t'en es au point où t'as tellement de défense que tu veux plus rien conquérir, mais tu veux juste défendre. Et quand tu défends, t'es en position défensive. Et c'est un petit peu ce qui est arrivé à GSP aussi sur sa deuxième partie de carrière en welter, où il était beaucoup moins offensif et il était plus dans cette position de défense. Jones a été sans bourgeoisé. C'est l'embourgeoisement ou c'est tu perds du plaisir? Moi, je pense que c'est de l'embourgeoisement et je pense notamment que les performances qu'il a fait dans le premier combat contre Gustafsson et dans les 3 derniers combats qu'il fait en light heavyweight, c'est simplement l'embourgeoisement et la lassitude d'avoir déjà tout fait, d'avoir déjà tout conquis et d'être face à des mecs qui sont pas forcément au niveau. Si tu regardes bien les 2 derniers combats impressionnants de Jones, c'est la revanche contre Gustafsson et la revanche contre Cormier. Là, il y avait le feu. Tu vois, dans lui, tu avais ce petit feu, cette petite flamme qui était allumée de se dire je vais venger le combat contre Gustafsson que beaucoup me donnaient perdant et je vais mettre fin à la rivalité avec Daniel Cormier. Après, tu vois que cette flamme était un peu éteinte après. Mais ce Daniel Cormier 1, ce premier combat contre Daniel Cormier début 2015, janvier 2015, il le détruit. Son grand rival quand même, qui restera comme son grand rival. Moi j'ai l'impression que c'est la fin du feu en effet, qu'il y a un moment où pour lui c'est la fin du jeu vidéo, chez les light heavyweight en tout cas. En fait, j'ai battu mon dernier vrai challenger et derrière, à part venger un peu l'impression laissée contre Gustafsson et faire la revanche contre le 2 contre Cormier parce que c'est son rival, tu vois j'ai l'impression qu'il y avait plus de... C'est ce soir-là que ok j'ai fini le jeu vidéo. On va bien préciser Samir, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Il y a eu également, excuse-moi Joe, il y a eu également les suspensions. Donc, quand tu rajoutes à ça l'hygiène de vie à côté qui est pas bonne, les suspensions, un coup je reviens, un an je suis suspendu, etc. Les interpellations, les gardes à vue. Forcément, même un gars comme John Jones, tu es obligé de l'impacter. Mais je te rejoins Alex dans l'analyse que tu fais. Il y a eu clairement l'Apex, comme je disais dans l'after. L'Apex, et puis après, ben voilà,
voilà, t'as cette espèce de rouille, d'être un peu blasé. C'est venu un peu bouffer le jeu de Jones. Puis après, il y a aussi ses adversaires qui morphologiquement ont changé. Bien sûr. Et puis, il a affronté des gens avec une grande allonge, des gens qui avaient aussi varié leur jeu. Et puis voilà, puis tu as le temps aussi, tu as le temps qui fait son œuvre. Après, moi, je regarde par rapport, on y reviendra après, je crois que tu l'as dit, Alex, par rapport à ses conduites addictives. Le premier carton qu'il a, le premier gros fait divers qu'il a, c'est 2012. C'est Donc ça 2012, l'a pas ouais. empêché, ça l'a pas empêché de faire son run. Mais je te rejoins complètement, Alex, dans ce que tu disais. Il y en a une première, on reviendra tout à l'heure. Il y en a une première petite en novembre 2011. Il a arrêté pour permis suspendu sur un parking d'un strip club à Albuquerque. Donc ça commençait à voilà. Mais Un détail au regard de la suite. Voilà, exactement. C'est le petit apéro, quoi. Le petit apéro avant qu'on se mette à table. les clubs de striptease, c'est quand même un des fils rouges de la carrière de Il a John quand même Jones. pas de chance. Il se fait toujours arrêter. Petit club de striptease. C'est pas de chance quand et même. puis rappelons-nous quand il a étranglé la stripteaseuse là, ça s'est arrangé avec une petite enveloppe sous la table. Tout à Mais fait. bon, Non, c'est des endroits en effet qu'il fréquente. ouais, il faut assez. pas qu'il aille. Ouais. On va revenir un peu chronologiquement pour parler de certains combats qui m'intéressaient de souligner dans ce run et cette début de carrière de John Jones. Il y avait aussi dès le début ce côté. John Jones, il a toujours eu le côté vicieux, les gars. Avec son bras qui gérait la distance, ses high pokes, là, les doigts qui étaient tendus pour les mettre dans les yeux de l'adversaire, vous connaissez. Les oblique kicks, on les connaît, hein, on en a parlé déjà ici, c'est ces coups de pied direct sur le genou, sur l'articulation du genou ou juste au-dessus, mais qui peuvent détruire une jambe. Tu le voyais comme Samir, tu le voyais comme un combattant vicieux quand tu l'as découvert, quand tu l'as vu combattre les premières fois. Il y avait ce côté-là chez John Jones. Ouais, après moi j'aime bien les vicieux, j'aime bien dans tous les sports d'ailleurs, hein, j'aime bien ce côté garce. Tu es dans un sport de combat, donc tu utilises les outils que tu as, donc ses jabs, ses front kicks, ses coudes. Moi ce que j'aimais beaucoup chez lui, c'est ce clinch qui démoralise l'adversaire, tu sais, quand il rentre à l'intérieur, qui te met les coudes, le dirty boxing qu'il te fait, et en fait il te casse. Et moi j'aimais beaucoup ça parce que en fait, il n'était pas là pour faire beau, il n'était pas là pour faire plaisir. On parlait de ses premiers combats, mais on le voit après, c'est tout ce que je vais pouvoir sortir de mon arsenal qui casse l'adversaire. Oui, Quand tu vois la manière dont il utilise les coudes, mais c'est d'une violence, c'est d'une méchanceté sans nom. J'avais un peu plus de mal avec les high pokes, parce qu'high poke, voilà, ça fait des dégâts, peut-être moins qu'un coude, mais voilà, l'high poke, moi, j'étais pas d'accord, et je pense qu'il aurait dû être pénalisé beaucoup plus qu'il ne l'a été dans le passé. Je pense qu'il y a une trop grande clémence par rapport à son jeu sale parfois, mais cette violence, ces espèces de barrages jambes avant qu'il faisait, où il projetait les gens, il les claquait par terre et il arrivait poing en avant, coude en avant. Mais moi, je trouvais ça beau. Après, c'est facile de le dire quand tu regardes. J'aurais pas voulu être à la place de ses adversaires, mais c'est quelqu'un qui mettait la douleur de son adversaire, je trouve, à part. Et c'était pas un facteur pour lui. Il était vraiment sans émotion. Puis j'ai presque envie de dire qu'il le faisait aussi pour lui. On se souvient de cette image à la fin d'un combat. Alors je sais plus quel était l'adversaire quand il a l'orteil à moitié arraché. Et je sais pas si ça vous parle. C'est Sonnen. Oui, contre c'est Chael Sonnen, Sonnen, hein. ouais. C'est Chael, ouais. Et d'ailleurs, s'il finit pas dans le premier round, il est sans doute disqualifié, il perd la ceinture. Enfin, pas C'est ça. disqualifié, mais arrêté. Ouais. C'est ça, et là tu le vois, il est là, il n'y a aucune émotion, et j'adorais ça vraiment, et ce Jones-là, bah voilà, c'est celui que je vais garder, je pense que quel que soit le résultat du combat le 5 mars, moi c'est ce John Jones que je garderai là. Joe, on en a parlé un peu de ce dirty boxing et de ce clinch dans le Oui. dernier épisode. C'était quand même, et ce que disait Samir aussi, là, quand il projetait les mecs, mais la violence Alors, avec laquelle il balançait les mecs au sol, c'est- ce Jones de début de carrière, c'est une machine quand même. En fait, quand on parlait de la lutte, moi, il y a aussi, j'ai essayé de faire le distinguo dans toutes les émissions qu'on a déjà enregistrées sur le sujet, c'est entre la lutte et la pression en lutte. C'est-à-dire cette menace toujours du double leg, le fait d'avoir toujours un underhook au corps à corps et de toujours être menaçant là-dessus et de mettre beaucoup de pression. Et là où il est très fort, c'est d'enchaîner en dirty boxing dans ces phases-là. Dirty boxing, tu sais, c'est les petits coups limite au corps à corps. Et je pense que sincèrement, son très gros run, alors il n'y a rien à enlever à ses qualités, mais il était aussi face à une génération de combattants qui était un peu dépassée, qui était un petit peu, tu sais, du premier âge du MMA. Elle Et était que le- vieillissante la catégorie. Exactement. Et ça lui permettait justement d'être extra vicieux, tu vois, parce Ouais, qu'il puis- était tellement au-dessus dans son approche, dans sa technique, dans ses entraînements, qu'il pouvait un peu plus se lâcher. Après, les autres l'ont un petit peu rattrapé. Il y a eu l'autre génération qui arrivait avec les Gustafsson et Cormier qui lui ont donné un petit peu plus de fil à retordre. Mais oui, cette agressivité, ça a toujours
été cette marque de fabrique jusqu'à ce qu'il perde un petit peu la motivation. Mais c'est intéressant parce que ça nous permet de parler d'un autre point, je pense qu'on va l'aborder, c'est son striking. Oui. Parce qu'il était méchant dans son striking, mais pour moi, s'il y a bien un point faible, c'est ça, c'est son striking Ouais, qui pour je suis moi d'accord. est très poreux défensivement, pas assez de volume, très peu de contre. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais si on est toujours sorti à cause de cette agressivité-là. Et autant y aller directement sur ce thème puisque tu le lances, Joe, et je voulais aussi l'avis de Samir. On en a parlé au dernier épisode, si tu nous as écouté, Samir, où on n'était pas loin même de dire un peu pas surcoté, mais presque ce striking de John Jones, parce qu'il y avait cet avantage d'allonge énorme. On va rappeler que c'est la plus grosse allonge qu'il y a eu à l'UFC, avec Stefan Struve, le géant néerlandais qui fait 2,13 m. Il a la même allonge que lui. C'est quand même un morphotype assez incroyable, John Jones. C'est quoi ton avis, toi, sur le striking de Jones? Est-ce que cet avantage d'allonge sur cette catégorie des light heavyweight était tellement énorme que, et avec son agressivité, comme disait Joe, on avait l'impression d'avoir un mec qui cartonnait tout le monde. Mais est-ce que c'était pas au final surcoté, je dis le mot? Alors, il avait un striking. Alors, j'aime pas le mot surcoté, oui, effectivement. Ouais, moi non plus, je l'aime pas. Je comprends l'idée parce qu'en attendant, personne n'avait réussi à déjouer ce qu'il était capable de proposer. Avec une allonge à 2,15 m, c'est compliqué, même si tu as un striking qui est rudimentaire. Les jabs à 2,15 m d'allonge, il faut aller les chercher, il faut Les pouvoir coups de les coude, c'est contrer. des jabs. Les coups de coude, les genoux, et puis il y a aussi la lecture qu'on peut en faire, parce que si on parle en striking pur, alors bien évidemment que c'est pas un esthète, c'est pas un niveau Glory Kickboxing International, mais le problème c'est que tu as un mec en face, même si c'est un striker, et même si c'est un striker de meilleure qualité que lui, théoriquement, il faut gérer ses allonges, et puis il faut gérer aussi ce qui va se passer derrière, parce que tu engages en striking, tu balances une jambe, tu casses ses distances, tu rentres dans l'interzone, dans la zone proche, là où il se passe des choses, et tu sais qu'automatiquement il va t'attraper, il va te punir, et qu'il va te déglinguer, qu'il va t'exploser par terre, et que les coudes vont être de sortie, et qu'il va te châtier. Donc ce striking a peut-être été un peu surévalué, mais moi je le trouvais de qualité parce qu'il se mariait, je trouve, magnifiquement avec ce que John Jones était capable de proposer derrière, tu vois, en termes de saisie, en termes de lutte et au sol. Et à l'instar de la lutte qu'il a parfaitement adaptée pour les MMA, je trouve que son striking était le parfait... c'était le parfait step-in, tu sais, pour pouvoir dire je te strike, je vais te proposer le reste. Ça annonçait, c'était une bonne annonce du reste de l'arsenal de John Jones. Il n'y a pas besoin d'inventer la foudre. Enfin, je veux dire, il avait trouvé son style jusqu'à ce que ce style-là se fasse dérailler. Il a trouvé son style qui allait avec son morphotype. Moi, c'est pas quelque chose qui me posait problème. Est-ce qu'on attendait que ce soit quelqu'un digne du K1 Grand Prix ou du Glory? C'est pas ce qu'on demandait à John Jones. On est obligé de quand même mettre ça en perspective avec le fait qu'il va affronter en la personne de Cyril Gane, probablement le meilleur striker de l'histoire de la division des poids lourds. Clairement. Je pense que c'est pas trop exagéré que de dire ça. Alors, il y en a 2-3 autres, Overeem, peut-être. Moi, je pense que Cyril, Overeem, Overeem. Mais il est dans la discussion, clairement. Il est dans la discussion, ouais. D'ailleurs, ça me permet, et je te redonne la parole, Joe, rapide, mais on vous a proposé dans le dernier épisode, que vous retrouvez également sur YouTube, sur la chaîne RMC Sport, une interview exclusive avec John Jones, qui a été réalisée les équipes de RMC Sport, une très très bonne interview à Amin Mohamed, qui a été réalisée ça à New York, et dans lequel il dit, texto, je suis meilleur que Cyril sur tous les domaines. On est d'accord qu'il y a quand même... Alors, il n'y a pas, quand j'allais dire un monde d'écart, mais que le striking, il est nettement à l'avantage de Cyril. Si tu fais un combat juste de striking, Cyril gagne haut la main et facilement. Après, par rapport au striking de Jones, on l'a dit, pour moi, il est surcoté parce que c'était surtout basé sur son allonge, sur le fait qu'à chaque fois, quand il balance un coude, c'était un jab, et qu'il pouvait se sortir de pas mal de situations et de pas mal d'erreurs, notamment défensives. Je trouve que défensivement, il est très poreux. On l'a vu face à des mecs qui avaient un striking un petit peu plus raffiné, comme Thiago Santos ou Dominique Reyes. Je te parle pas de gens qui sont non plus des strikers d'élite, mais qui ont en difficulté en termes de kickboxing. Donc, je pense sincèrement que il a quand même des très gros points faibles sur ce point de vue-là. Et il y en a un autre qu'on n'a pas encore vraiment développé. C'est que pour moi, c'est un mec qui travaille jamais en combinaison et jamais en contre. C'est un mec qui balance des one-shot power, tu vois. Très fort, ok, parce que ça peut être des coudes et parce que c'est pas juste des gros crochets de bourrin. Mais c'est pas quelqu'un qui a un volume de frappe que je trouve, un débit de coups qui va être suffisant pour mettre debout en difficulté quelqu'un comme Cyril Gane. Et en termes de contre, tu regardes, je sais pas à quoi c'est dû, mais quand tu attaques Jones, souvent ce qu'il fait, c'est qu'il fait le pas de retrait ou alors il fait le pas d'avance pour
contrer en lutte, mais en termes de contre en striking, il y en a très peu. Donc voilà, il y a quand même des points d'amélioration qui sont très très nets dans le striking de Jones. Alors peut-être qu'il va les avoir travaillés avec Henry Cejudo, je ne sais pas, mais en tout cas, quand on parle du combat entre Cyril Gane, qui est un striker d'élite, et John Jones, on est obligé de souligner ce point-là. Ouais, bien sûr, bien sûr. On va retourner un peu sur cette chronologie de ces débuts. Allez. Alors dans le film, on en a pas parlé, mais on fait la passe D aussi. Il y a un super film qui a été fait par les équipes de RMC MMA qui s'appelle Face au monstre, qui vous rappelle toute la carrière de John Jones. Ça dure 1h10. Vous le retrouvez sur notre site RMC Sport et sur YouTube. Allez-y si vous découvrez à peine qui est John Jones, parce que c'est une grosse séance de rattrapage très très bien réalisée par Laurent Salvonou et ses équipes. N'hésitez pas. Dans le film, j'ai vu dans ses premiers combats dans les ligues des ligues régionales aux États-Unis, qu'il était surnommé Sexual Chocolate. Ça, je l'avais pas. J'avais pas cette anecdote-là sur John Jones. Mais attends, quand on connaît un petit peu maintenant, exactement, quand ton côté un peu lubrique, ça peut aller, quoi. Exactement, et quelques pilules qu'il a pris, on se souvient, quelques pilules érectiles, si je ne dis pas de bêtises. Et avec ce qui se met dans le nez, tu peux l'appeler white chocolate aussi. C'est chocolat blanc, clairement. C'est lui qui a pris du Viagra, non? C'est Anderson Silva. Non, mais lui aussi, il avait dit. Ah oui. Des pilules pour la boue. Si tu vois ce que je veux dire, un mot qui commence par B, c'était son délire. Donc il commence, je l'ai dit, après 6 combats en moins de 3 mois, en moins de 4 mois, il est directement à l'UFC. 3 premiers combats pour 3 victoires sans discussion. Puis il y a cette défaite, tu l'évoquais Samir, contre Matt Hamill pour des coups de coude illégaux, alors que juste avant il regarde l'arbitre pour qu'il arrête tellement l'autre est dominé. On est d'accord, on la compte pas les gars? Non, on la compte pas, il est invaincu. Voilà, elle est sur le. Il me semble que Dana White lui-même avait milité pour que la victoire compte pas. Il me semble qu'il y avait un truc comme ça à l'époque. C'est encore un cas où il s'est pris pour Dieu tout-puissant. C'est rouge officiellement sur sa affiche, mais on le compte pas. Et puis là, il commence il se chauffe d'abord tout doucement avec du Brandon Vera, comme nous disait tout à l'heure Samir. À l'époque, Brandon Vera. Et puis on va arriver sur la série de fous, c'est-à-dire qu'on commence avec Ryan Bader, qui sera finish, futur champion de futur champion du Bellator. Ryan Bader chez les lourds, c'est l'actuel champion du Bellator. Double champion même. Et double champion. Et exactement, mi-lourd et lourd. Et après, ce combat pour le titre contre Mauricio Shogun Rua, dont on parlait tout à l'heure, mars 2011, UFC 128. Et là, on enchaîne, on en a parlé dans l'épisode la semaine dernière, Joe, cette série, Mauricio Rua, Quinton Jackson, Lyoto Machida, Rashad Evans, Victor Belfort. Il y a déjà de la controverse à ce moment-là autour de Jones. Parce que rappelons que le combat pour le titre devait se jouer entre Shogun Rua et Rashad Evans. C'était à l'époque le mentor de Jones. Et il y a eu du bisbille entre les deux. Alors Rashad Evans, on en pense qu'on en veut, mais je pense que c'est quand même quelqu'un d'assez... c'est cool, quoi, tu vois. Voilà, donc déjà, tu sentais que Jones, c'était pas le bon gamin pour le Cyril. Totalement. Et ce combat contre Shogun, donc il prend pour remplacer Rashad Evans, il le fait 1 mois et 2 semaines après le combat contre Bader. À l'époque, c'est une machine, il enchaîne. C'est le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. Le premier athlète de MMA à être sponsorisé par Nike, ce qui était un très très gros truc à l'époque. Totalement. On va le rappeler. C'était lui avant Anderson Silva, il me semble. Donc tu sens que déjà dans ce premier run là, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a parlé techniquement avec Sam, mais c'est que à cette époque là, ce que tu disais tout à l'heure Alex, à savoir qui peut le battre, c'est vraiment ce sentiment d'invincibilité. Il y a beaucoup de nouveaux fans, vous voyez, à ceux qui n'auraient pas suivi le run à l'époque, je pense que le sentiment d'invincibilité qui régnait autour de Jones était même peut-être supérieur à celui qui régnait autour de Rabib. Ah, moi je suis 100% d'accord avec ça, vraiment. Il y avait une aura, c'était juste injouable, quoi. Il n'y avait pas de questions, tu vois, il y avait toujours des petites questions là, il y avait 0 question. Et on le disait l'autre fois, de Rua, de Shogun Rua à Vitor Belfort, c'est 5 champions UFC, 5 personnes qui ont touché une ceinture UFC dans leur carrière, qu'il bat de suite. Je pense qu'on reverra, Samir, je sais pas, tu nous avais entendu sans doute là-dessus aussi, je pense qu'on reverra jamais une série comme ça. C'est improbable, en fait. Oui. Je suis assez d'accord avec toi. Ça a été un des parfaits symboles, je vais y arriver, John Jones, de lancer un monde du MMA bousculé par les nouveaux pratiquants, ceux qui ont appris le MMA, qui arrivent avec tous les outils. Et ça a été lancer un monde contre le nouveau monde. GSP aussi, dans sa catégorie, avait initié ça. Et le mec arrive et il éclabousse tout le monde. Et il montre des choses. Tu as la bouche grande ouverte et tu te dis, waouh, ça, on n'avait pas vu. Dans ce run, ça me permet moi aussi de souligner une chose, c'est qu'il a montré, on parle souvent de ses qualités techniques, mais il a montré, tu vois, quand on parlait de Vice, il est aussi hyper déter. Quand tu vois qu'il est la profondeur sur laquelle Belfort est engagé sur une clé de bras. L'armbar contre Belfort, et qui sort juste au courage, à la détermination et au fait de je vais trouver le moyen de gagner.
pour finir par soumettre Belfort par Americana. Oui, d'ailleurs, on m'a fait des remarques, on m'a dit c'était pas une Kimura, c'était une Americana. Oui, bah c'est pareil, excusez-moi, c'est une clé d'épaule, mais m'embêtez pas. Moi, je sais les faire, pas vous. Pour les petits commentaires débiles comme ça m'agace. Ah mais ce que je veux la dire, c'est pépite que de l'AEF. il a vraiment montré qu'il était psychologiquement au-dessus des autres dans la cage aussi. Il ressort blessé d'ailleurs de ce combat. T'as vu la clé salement comment elle est blessé, engagée, Sam? Ouais, elle passe. Totalement. T'as plus d'un combattant qui tape. Ah bah oui. Et c'est l'épreuve aussi, ça, que voilà, c'est au-delà du champion qu'il était, parce qu'on en parle, comme on dit, le génie, il rabassait tout le monde sur sa meule. Mais il y a beaucoup de combats où il a eu des moments difficiles. Pas autant que celui-là. Celui-là, c'était très difficile. Mais contre Chalsonnel, il n'y a pas son orteil qui est arraché. Chalsonnel, l'orteil qui est arraché, dont on parlait. C'est un mec qui sait affronter l'adversité. Bien sûr. Il sait affronter l'adversité. Et ce qui est important pour le combat vis-à-vis de Cyril, c'est que si ça va à la décision, il sait gagner. Il sait toujours faire le petit détail qui, aux yeux des juges, va lui donner le round. Notamment dans les 2 derniers rounds. Dans les 2 derniers rounds, il est capable d'aller chercher le bon underhook, de coller son adversaire contre la cage, de bluffer un petit peu avec des petits coups, comme s'il était totalement en contrôle alors qu'il fait pas grand-chose. Mais il sait gagner. Il sait vraiment gagner. Il a aussi ce côté vieux briscard qu'il a su développer au fil de ses combats. Ouais, bien sûr, bien sûr. On va arriver à ce qui... On va pas vous refaire tout le film, comme je vous disais, allez voir le film Face au monstre, vous aurez les images en plus pour vous refaire le fil de la carrière. Il fallait parler de ce combat contre Alexander Gustafsson quand même, septembre 2013. Donc après cette série qui va jusqu'à Belfort, il y a Chael Sonnen dont on a parlé là. Puis Alexander Gustafsson, Glover Teixeira et Daniel Cormier. Encore pas mal de mecs qui ont touché des ceintures d'ailleurs à l'UFC derrière. Gustafsson, ce combat, il est au Hall of Fame. C'est une guerre incroyable. Il a été mis au Hall of Fame en 2021 et quelques heures après, John Jones s'était arrêté pour violence conjugale. C'est l'histoire de sa vie, on va y revenir très vite. C'est le combat où il est le plus en difficulté de tout ce début de carrière. Il termine très bien les 2 derniers rounds aussi, Joe, ce que tu disais juste là tu vois, il fait en sorte de gagner ce combat en accélérant sur la fin. Qu'est-ce qu'on en retire de ce combat? Parce qu'on dit souvent, et c'est le cas, Gustafsson, c'est le mec avec la plus grande allonge qu'il avait affronté de tout ce run-là. Ce qui va être le cas, c'est un mec qui ressemble plus à Cyril que d'autres adversaires qu'avait eu John Jones par le passé. Qu'est-ce qu'on peut retirer de cette performance-là par rapport même au combat contre Cyril? C'est que son striking n'était pas si bon défensivement notamment, et qu'il a été beaucoup touché sur des combinaisons en anglaise notamment assez simples sur des 1-2 de Gustafsson. Absolument. Et que face à un mec qui a des bons fondamentaux en anglaise, et la défense de John Jones c'était hyper poreuse. Alors il y a l'astérix, c'est le fait que Jones n'a pas du tout préparé ce combat, qu'il n'a pas fait de vrai camp d'entraînement, qu'il a passé son temps à faire la fête. On peut le croire quand on voit le résultat de la revanche entre les deux. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, je suis Fernand Lopez, je regarde ce combat avec beaucoup d'attention. Ouais, bien sûr. Après, sur le retour, Joe, pardon, voilà, Gustafsson, c'était plus le même non plus quand tu vois que n'importe qui était presque capable de masser Gustafsson. Voilà. C'est ce combat où je crois qu'il concède son premier takedown. C'est ça. Hein. Oui. Et puis, il a été, comme l'a dit Joe, il a été exposé debout sur des retraits. Sur lui, il engageait les retraits du buste de Gustafsson. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Le nombre de contres qu'il a pris comme ça, le nombre de retours qu'il a pris parce qu'il avait les gants en bas. Et puis, tout simplement, Gustafsson avait lu à merveille le jeu de Jones et c'est toujours pareil, hein. À partir du moment où un de tes points forts est exposé, à savoir la lutte, hein, il n'a pas eu peur de lutter avec lui, c'est devenu plus compliqué, plus l'hygiène de vie, plus etc. Et moi ce combat, ceux qui donnent 3-2 à Gustafsson, c'est pas délirant, hein. C'est pas délirant. Mais c'est absolument pas délirant. C'est absolument pas délirant. Donc alors après, est-ce que Cyril va pouvoir faire un blueprint de ce combat-là et puis de se dire tiens, c'est on pas va bosser celui-là comme ça. vraiment qu'il faut. Il y a des détails, mais il y a surtout Thiago Santos et Dominique Reyes. Ouais, je regarderai. Après, Reyes a peut-être un takedown defense que Gane. Alors, on sait que Gane a bossé. Enfin, on espère qu'il a bossé. Une petite digression rapide. Sa communication, je ne l'ai pas trouvé super top en disant je suis un lazy, je ne travaille pas. Même si tu le fais, je pense que ce ne soit pas super bon de le dire. Mais bon, ça n'engage que moi. Après, voilà, même s'il a taffé, Cyril, le takedown defense, je ne suis pas sûr qu'il soit au niveau. Mais effectivement, Samir, en striking... je me permets, Samir, intéressant que tu dises ça parce que c'est ce que j'avais noté aussi sur Gustafsson. Il prend son premier takedown en carrière, John Jones, mais il met aussi 10
tentative de takedown avant de mettre Gustafsson au sol. Parce que C'est ça. Gustafsson a une bonne takedown defense. Et defense. Est-ce que ça va être le cas? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Est-ce que la mais- différence aussi, Non, non. c'est que Cyril a peut-être pas cette même Moi, capacité? je J'en sais pense- rien, hein, je tu vois, pose la question. Quand je pense que l'excuse entre guillemets selon laquelle il avait vraiment pas préparé le combat contre Gustafsson est réelle, c'est parce que sa lutte n'était pas aussi affûtée et sharp qu'à l'habitude. Et tu as vu, même si Samir a raison, Gustafsson au rematch c'était plus du tout le même homme. Non. Mais tu as bien vu que voilà, un mec Jones concentré. Après, Ça, t'as vu c'était Cormier autre chose. derrière. Hein. Et puis tu as vu Daniel Cormier. vu ce qu'il a fait de Cormier, Exactement. hein. Tu as vu ce qu'il a fait à Daniel Cormier. Et pour moi, cette victoire contre Cormier, Ouais. elle est plus humiliante pour Cormier que la revanche qu'il perd par KO. Parce qu'il le prend sur son terrain de jeu. C'est-à-dire, il dit c'est toi le lutteur olympique. Moi, j'ai pas eu la chance d'aller à l'université. Tu vas voir ce que je vais te faire. Et là, ça peut être inquiétant vis-à-vis de Cyril. Ouais, et puis t'as raison, c'est exactement ce qu'il a fait. Et donc, on va en venir, tu citais aussi ça, mais c'est les deux autres combats qui m'intéressaient de citer, c'est les deux derniers en date, ceux de 2020 et 2019. Eh oui. Dominique Reyes, Thiago Santos, victoire décision unanime de Reyes, mais c'est controversé aussi. Et Thiago Santos, c'est carrément décision. Même contre Anthony Smith, il est pas brillant. Oui, il est pas brillant non plus, mais ces deux-là, je les trouvais encore plus. Vous vous rappelez encore plus à qu'on pointer. parlait de côté vicieux, vous vous rappelez qu'Anthony Smith, il joue le filou, il prend la ceinture à Jones parce qu'il y a un coup totalement illégal à la Tout à tête fait. de Smith qui est les Et- mains au et sol. s'il fait semblant, S'il je fait reprends semblant pas, d'être ouais. KO, il est champion, il prend la ceinture à Jones. Ceci étant dit, moi j'ai une question pour D'autres l'ont vous. fait. Hein. Ouais, j'ai une question pour vous, les gars. Sur ces deux combats qu'on a tous en tête contre Santos et Reyes, c'est quoi? Est-ce que c'est Jones qui est exposé avec un striking qui est trop faible défensivement, ou est-ce que c'est vraiment la lassitude d'avoir défendu contre du très haut niveau et des anciens champions la ceinture et de se retrouver face à deux entre guillemets no name? C'était la question que je voulais poser avant aussi. J'aimerais bien votre avis parce que je sais pas. Avant de donner la place à Samir, pour moi, c'est 100% la deuxième. Je pense c'est pas du tout le John Jones motivé. Je pense c'est un autre jour au bureau pour traduire une expression américaine. Tu vois, il va faire son boulot, il va faire son taf. Il faut défendre sa ceinture. Allez, c'est qui en face? Thiago Santos, Dominique Reyes. Bon, les mecs parlent. Allez, je viens, je fais le minimum qu'il faut pour garder ma ceinture, même si c'est tendu. Je sais que je sais marquer les points et faire aussi l'impression auprès des juges pour prendre certains rounds. Et voilà, et je rentre chez moi avec ma ceinture. Ouais. Stam. Ouais, je pense qu'il y a cette lassitude par rapport au run qu'il avait, 10 défenses de titre, etc. Voilà. Et il y a également, je reviens parce que j'y crois fortement, il y a le corps qui commence à s'user, donc ça peut être aussi une grosse variable, ça qu'il va falloir prendre en compte pour le combat contre Cyril. Et puis la tête qui est trop pleine. La tête qui est trop pleine. Quand on verra après ce qui s'est passé en dehors de la cage pour lui, quand tu passes à travers de tout ce qu'il a connu en termes d'arrestation, en termes de garde à vue, de prison, d'ascenseur émotionnel, sans compter toutes les pilules qu'il prend à côté, et forcément ça impacte sur ton Bien sûr, psychique. Sam, bien sûr. La tête, elle est pleine, il est pollué. John Jones, il est pollué. Je pense que ça a joué dans tout ça. Quand tu fais un chèque de tout ça, forcément, tu as les dernières, t'as les dernières performances, obligatoirement. Sam, il y a quand même quelque chose moi que je retire du combat contre Reyes, c'est que face à un mec qui fait des choses simples en striking mais qui sont précises, face à un mec qui est capable de bien se proler et de bien défendre sur ses takedowns, et surtout face à un mec qui ne concède pas quelque chose à John Jones qui est hyper important, c'est-à-dire l'athléticité. Ça se dit? Non, mais vas-y, tu peux y aller. L'athlétisme, c'est quoi le côté athlétique? C'est On plus rappelle simple, que ça. Reyes c'est un vrai athlète qui fait le foot américain, etc. Et ben Jones s'est mis en difficulté. Là, face à Cyril, il n'y aura pas l'avantage en striking, il n'y aura pas forcément l'avantage d'allonge, et il n'y aura pas forcément l'avantage sur le côté athlétique. Alors, à voir si Cyril a bossé suffisamment pour être aussi pointu sur sa défense de takedown que Reyes, mais ça laisse Mais quand même un t'as peu raison. d'espoir. Si Cyril a bien bossé comme ça, il n'y a plus trop d'avantages pour Jones. Après, c'est sur le Et papier. Reyes a pris le contrôle de l'octogone. Hein. Il prend le contrôle de l'octogone, ce Exactement. que Cyril sera bien avisé de faire. Il prend le contrôle de l'octogone et ça, Jones, c'est pas tout le aime monde pas. qui a réussi Il à aime le faire pas, contre lui. Hein. Ouais. Et à noter aussi important, moi j'ai noté, Jones a toujours été un étudiant du game. Hein. Il a toujours étudié les adversaires parfaitement. Il sait ce qu'ils font. Il adapte aussi son style et son combat à l'adversaire parfaitement. Et là, avec Henri Cerudo, on n'en parle pas assez, je trouve, moi, dans l'approche du combat, du fait qu'il soit avec Henri Cerudo qui fait toujours des masterclass de game plan T'as quand vu ce il qu'il a coach. fait avec Projaska, avec Walizang? À Walizang qui l'amène sur le terrain d'Esparza pour la détruire. Enfin, moi, je pense qu'on sous-estime gravement le fait qu'il soit dans son coin et qu'ils ont dû disséquer Cyril bien comme il faut dans tous les sens, les gars. On passe au côté homme.
Oui, c'est plus rapidement, mais qui est en fait. C'est le plus intéressant en vrai. Moi, C'est je trouve plus plus intéressant. Oui, mais c'est le plus marrant. Mais le plus intéressant, je trouve pour nous, c'est le sportif. On récapitule ça comment? C'est très vite que je vous récapitule. Le bon gamin contre le salopard? Ah, exactement. Donc le côté salopard, ordure, je disais, ordure, c'est peut-être fort comme mot, mais il y a un côté sale type. Tu disais, donc on rappelait dès novembre 2011, il est déjà arrêté sur le parking d'un strip club. Mai 2012, tu le rappelais, Samir, c'est son premier gros truc. Il enfonce sa Bentley dans un poteau téléphonique. Il y a quelques blessés chez ses passagers, des amendes, permis suspendu. Il a 3 grammes. Exactement, il doit suivre une cure, excuse-moi. Positif à la cocaïne en 2014, hors compétition, ce qui annule pas le résultat du combat contre Daniel Cormier de début 2015. Il y a aussi ce célèbre hit and run en 2016. C'est le meilleur, voilà, exactement. Il grille un feu rouge, il tape une voiture où il y a une femme, il est enceinte, il l'aide pas, il revient chercher son argent et il dira même qu'il voulait chercher sa bœuf, qui finalement sera trouvée par la police, sa marijuana. Ça c'est 2015 d'ailleurs, excuse-moi. Des altercations avec des policiers quand il fait des courses, il fait semblant de faire une course avec quelqu'un dans sa voiture et le policier finit par insulter le policier. Nouveau contrôle antidopage avant l'UFC 200 quand il doit affronter Daniel Cormier pour la revanche. C'est là où il dit que j'ai pris des pilules pour la... Vous voyez ce que je veux dire? C'est des pilules érectiles d'une sorte de Viagra. Il est recontrôlé positif ensuite en 2017 pour des résidus. Parce qu'après la revanche contre Cormier, il est contrôlé positif. Picogramme, mais en stéroïdes, ce qui est quand même autre chose pour le coup que de l'addiction à de la cocaïne. Maintenant, c'est à des niveaux qui aujourd'hui, t'as vu ça, hein, aujourd'hui, il ne serait pas suspendu. Bon, peu importe. Tu as oublié une anecdote principale, c'est que quand il y a le USADA qui vient toper à la porte du gym chez Jackson Wings, il se cache sous la cage. Pour ne pas avoir uriné. Il reste toute la journée caché sous la cage. Il y a la baston avec Daniel Cormier aussi en conférence de presse où il prend $50 000 d'amende et puis 40 heures de TIG. Et puis en 2021, il y a ces violences sur sa fiancée au César Palace quand c'est sa fille qui appelle. Si on fait dans l'ordre, il y a donc on en est tu as raison de rajouter la bagarre contre Cormier, mais bon, moi je le mets pas parce que c'était des deux côtés, c'est les deux qui s'embrouillent. Mais alors pendant le confinement, on pourrait aussi noter un côté un peu sportif bizarre qu'il a fait. C'est le seul mec qui a fait annuler un événement UFC numéro 151 parce qu'il voulait pas prendre son nez. Continuons. Pendant le confinement, il est surpris en train de tirer avec ses armes à feu dans les rues d'Albuquerque. Exactement. Totalement ivre. Et quand les policiers l'arrêtent, parce que tu sais, les policiers aux États-Unis, quand ils t'arrêtent, ils ont des caméras, et tu l'entends pleurer toutes les larmes de son corps comme un gros bébé. Et puis, il y a cet incident dans un strip club où il étrangle une stripteaseuse, mais ça passe un petit peu à l'as parce qu'il y a un arrangement à l'amiable. Exactement. Et enfin, on en arrive à cette fameuse soirée d'intronisation du combat Gustafsson Jones au Hall of Fame, où il est vu par des témoins privilégiés qui nous ont dit qu'ils l'ont vu de très près avec de la cocaïne dans le nez. Et oui, tabasse sa femme. Donc ça fait beaucoup. Et on vous parle pas des passages en cure de désintoxication pour tenter d'arrêter ces addictions. À la rigueur, il est resté 24 heures en désintox. Il a tenté des trucs qui n'ont à chaque fois raté puisqu'il a assumé quelques années après. Je continue, je bois, je fume et voilà. Alors, moi je l'assume maintenant. Moi j'ai envie de dire deux choses très importantes. La première, c'est que là on enregistre, on est le vendredi 24 février, donc le week-end avant le combat. Donc là potentiellement demain, il est dans un club à Las Vegas en train de se bourrer la gueule parce que c'est son habitude. Le week-end avant chaque combat, il va se bourrer la gueule parce qu'il dit comme ça, si je perds, je me dirais que c'est à cause de la murge que je me suis pris. Ceci étant dit, attends, il y a quand même une chose, parce que moi tous ces trucs de toutes ces frasques, ok, c'est pas beau, mais à la rigueur je m'en fous parce que dans l'octogone il est rentré, il a délivré, etc. Moi ce que je n'aime pas chez lui, c'est qu'il n'a jamais assumé d'être un salopard. S'il avait assumé dès le départ d'être un sagouin, comme il a commencé à le faire, au contraire, il jouait le bon garçon. C'est ce que je veux dire. Avec les versets de la Bible ça serait passé. Là, à chaque fois qu'il s'est fait prendre, il est revenu en disant j'ai changé, je vais à l'église, en citant des paroles de la Bible, etc. Et c'est ce côté très faux cul qui me dérange chez Jones. Ce qu'avait noté, c'est le mot qu'avait utilisé Rashad Evans comme Daniel Cormier pour parler de lui. Il est faux. S'il est faux, c'est un mec faux, c'est un faux cul. Il y avait ce côté-là. Ça finit quand même après les violences conjugales en 2021. Ça finit par Greg Jackson, son mentor et coach à Jackson Wink, qui le vire de la salle et qui continue de l'entraîner à côté sous la promesse qu'il ait une vie saine et positive et normale. Enfin, on en était à ce point-là. Samir, on va pas redétailler chaque truc et que tu nous donnes notre avis sur tout ce qu'on vient de citer, mais je vais reposer la question philosophique du début. On sépare l'homme de l'artiste, là, Samir? Ouais, moi je sépare l'homme de l'artiste parce que voilà, tant que c'était un Jones qui performait, les premiers émois remontent à 2011-2012 et voilà, il délivrait dans la cage, donc je m'intéressais pas à ce qu'il faisait à côté. Je rejoins totalement ce que disait Joe. Omar le disait, 2011, je vous l'ai dit, il le connaissait même avant qu'il arrive à l'UFC. Il l'a toujours dit dans le podcast Octogone, il a toujours dit, ce mec-là, moi je demande juste qu'il assume qui il est et à partir du moment où c'est fait, moi voilà, je regarde ce qui se passe dans la cage.
Après, ça m'empêche pas de regarder l'homme, même si je sépare les deux. Et même dans ce qu'il faisait, quand il faisait n'importe quoi, que ce soit la baston avec DC, l'accident sur un poteau, bon, à la rigueur, tant qu'il fait de mal à personne, voilà, à la rigueur. Mais quand ça commence à impliquer des gens, cette posture-là me dérange. Et puis, on l'a peut-être aussi trop laissé faire ce qu'il voulait. L'UFC a commencé à durcir le ton avec. Il y a eu la destitution de son titre, la perte des sponsors, les mois de probation, etc. Mais peut-être qu'on ne l'a pas aussi assez ramené dans le droit chemin. Et là, je parle de l'UFC qui est toujours plus enclin à prendre ses responsabilités quand ce sont des petits noms. Et peut-être qu'on l'a laissé Dana aussi White a eu trop plus faire, tendance à l'enfoncer dans les paroles souvent. Ce qui était sans doute mérité Non, sur il y a Dark un tournant. Il y a un Mais tournant. il y a des moments où il Le l'enfonce, tournant, hein. les gars, c'est l'UFC 200 où il C'est est en ça. tête d'affiche avec Daniel Cormier. C'est l'événement Et il blockbuster. ruine l'événement. Ouais. Et il ruine l'événement. Il lui Parce ruine que l'événement. le vrai UFC 200 au final, c'est l'UFC 202. C'est le McGregor. Ouais, non, mais Alors on ça est devait être un d'accord vrai que- blockbuster. Et c'est- Mais attends, juste, il y a quand même une chose moi qui fait qu'on peut pas vraiment séparer l'artiste de l'homme. Les violences, etc. C'est le C'est pas dopage. beau, mais c'est le dopage. Ouais, c'est le dopage. Le Ah dopage, non, mais quand le même, dopage, c'est ça, un ouais. vrai Astérix. Et c'est pour ça, moi, Non. tu sais que Anderson Silva, Ouais, je suis oui, oui. absolument fan d'Anderson Silva, Ouais. mais il s'est fait gauler. Et Ah alors, non, moi, le dopage, je discute pas. Le dopage, enfin, tous ceux qui écoutent mon podcast, et puis même, j'en profite pour le dire là, moi, dopage, il n'y a rien. Enfin, dopage, moi, John Jones n'aurait pas dû être, si on prend le truc à ce niveau-là, c'est que moi, John Jones, il n'aurait pas dû avoir de carrière comme tout Louis dopé, parce que là, tu te dopes pour casser la gueule à l'autre, et ça, c'est juste pas Après, il possible. commence dans une époque où tout le monde était plus ou moins chargé aussi. Faut aussi le dire. Ouais, tu vois, bien quand sûr, t'as raison de quand rappeler il ça. soumet Victor Belfort, c'était pas Victor Belfort, c'était TRT Victor. TRT Belfort. Ouais, Ouais. mais lui, il tourne clomifène et elutrozole, donc quand tu tournes avec ça, en général, C'est voilà, pour ça que je te disais tout à l'heure, Voilà. stéroïdes. Là, quand, Voilà. quand il est pris pour stéroïdes, même si Voilà. c'est des picogrammes, là, c'est un c'est autre un délire. stéroïde C'est anabolisant et c'est de la pure C'est des dopage pour C'est ça. devenir plus fort. Ça l'enlève de la discussion du GOAT pour vous, Non. très rapidement? Non. Non, parce que c'est trop compliqué. Pour moi, le GOAT, c'est GSP. Non, mais Parce que GSP. c'est même pas le classement de jeu, mais ça n'enlève Mais pas de la pour moi, discussion. non, tu peux pas l'enlever de la discussion dans la mesure où, je le répète, j'ai dit cette phrase beaucoup de fois hein, dans les épisodes, mais quand la cage se ferme, c'est le combattant le plus parfait à être rentré dans un octogone. C'est tout. Samir, en 2 mots sur ça? J'ai beau me charger comme lui, je ferai jamais ce qu'il fait, donc non, ça ne retire pas ça ne retire pas de la discussion du GOAT. Et si vous aimez le côté philosophique un peu de ça, il y avait Daniel Cormier qui après la revanche avant la revanche, le deuxième combat, lui avait dit en interview croisée, tu mérites pas ta vie en fait, Oui, tu mérites oui, pas tout ce qui oui. t'arrive. Alors ça c'est après Mais d'ici, chacun jugera. Dans certaines remarques, et un peu aussi. Chacun Après, jugera. les envolées lyriques de DC, on les connaît. Hein. Il est gênant. Et le niveau d'addiction était quand même au point, notamment cocaïne, alcool, où il disait je me mettais une mine une semaine avant chaque gros Ouais, je combat l'ai dit, ouais, pour avoir l'excuse si Ouais. jamais je perds. C'est quand même un mec qui est très torturé. Hein. Après, on va pas se mentir, les gars. Hein. S'il revient, qu'il prend la ceinture des poids lourds, pour moi, la discussion est terminée. Hein. Oui, bah, de toute façon, c'est ça qu'il vient chercher. Hein, c'est ça qu'il vient chercher. Voilà. Il a quand même toujours eu une relation. D'ailleurs, son personnage a fait que la relation avec le public a toujours été compliquée. Il a été hué très tôt dans sa carrière. C'est pas un gros vendeur de pay-per-view, hein, John Jones, contrairement à ce qu'on pourrait croire vu la légende que c'est. Les meilleures affiches font entre 6 et 800 000. 850 000. Exactement, c'est les affiches contre Cormier, mais sinon, c'est plutôt autour des 500. Dynamique hein. entre les deux qui étaient vendeuses. Exactement. Mais Donc entre ça, d'ailleurs, le côté qu'il a saoulé beaucoup de monde et Gann qui est pas une superstar, je suis pas sûr que ça vende énormément aux États-Unis ce Ça combat-là. fera quand même les gars. 500 000 parce que il a pas. En fait, je pense qu'il a le fait de s'être éloigné pour préparer sa montée en lourd, ça a suscité de l'attente et puis surtout il y a très peu de stars actives Bon, en ce moment. vous me donnez vos pronostics quand même sur ce combat. John Jones, Cyril Gann, 4 mars à Las Vegas. Qu'est-ce qui se passe? Qui gagne? Comment c'est compliqué, hein, les gars. Celui-là, Allez, ça me commence. celui-là, il est On compliqué. Bah voyons. Oh là là, dans quel état va être John Jones? Tu veux que je Allez, on commence oublie les ring rust, on oublie tout. Hein, John Jones qui est à peu près pas trop mal, en pas trop mauvais état. Allez, je dirais Jones. Jones Décision. par décision. Ouais, Jones par décision. Un 3-2 peut-être. Un 3-2 ou un 3-2 ou un 4-1. Je pense que Cyril a les capacités de terminer John Jones au 4e round par TKO. Je l'ai dit, je pense vraiment que le striking défensif de Jones est poreux et que Cyril a de quoi capitaliser. Donc j'ai hésité entre ça ou Jones par soumission ou ground and pound, mais je pense vraiment que Cyril va lui faire payer ses 3 années d'inactivité.
J'arrive super pas à me décider. J'hésite j'arrive entre pas, les deux. moi, Je te c'est trop l'avais dur, dit. Alex, ce que tu demandes. C'est très compliqué. En plus, on sait pas quel John Jones on verra. Ça peut être une décision. Il peut le finir aussi, Cyril. Je peux le mettre. Si je dois mettre ma pièce parce qu'on joue, je vais quand même dire Jones soumission, mais peut-être parce que je suis trop. Attends. C'est un truc d'ancien. Est-ce qu'on peut être honnête ou pas? C'est un truc d'ancien combattant et donc c'est parce que c'est Jones. Moi, je pense qu'on a eu On va aussi devoir finir, Joe. ouais, on en va en reparler. Par rapport au camp d'entraînement et tout, ça peut être aussi inquiétant vis-à-vis de Cyril et vis-à-vis de son grappling. On est d'accord là-dessus, Alex? On en Par rapport reparlera. aux échos qu'on a pu avoir, par rapport à l'interview qu'il a donnée où il était pas et il explique qu'il voilà. Moi, c'est un point qui m'inquiète un peu. Mais je maintiens Cyril par partie KO. J'espère qu'il n'aura pas de regrets par rapport à tout ça. J'espère qu'il aura belle pas, conclusion. voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de regrets de se dire on s'est pas assez préparé, même s'il est comme ça et on l'a dit, Cyril Gane, c'est comme ça qu'il est bon. Merci les gars, merci de votre présence pour ce numéro spécial Ali. John Jones. Merci. Et je peux vous dire déjà que le scénario est idéal pour l'UFC. Bien sûr que c'est John Jones qui gagne parce que c'est une de leurs superstars qui règne pendant 1 ou 2 ans et ensuite Francis Ngannou revient faire toc-toc à la porte et vient défier l'ancien champion, vient défier le nouveau champion et là t'exploses tout en pay-per-view. Ça c'est le scénario idéal de l'UFC, je vous le dis tout de suite messieurs. Merci Samir pour ta présence. Merci à vous. N'oubliez pas, allez tous consommer le podcast Octogone, c'est les original gangsters du podcast Game MMA en France. Les OG sont là, donc n'hésitez jamais, c'est toujours de la C'est qualité. gentil. Merci Samir, merci Joe pour ta Merci, présence comme Hardy. d'habitude et puis on n'a pas fini, on a encore quelques épisodes à vous proposer autour de ce Gane Jones 4 mars Las Vegas. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.